Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. La mobilité de demain sera-t-elle 100% électrique? On en débat avec Bertrand de la Tour d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Directeur général délégué de RED Électrique. C'est des scooters, c'est ça? Des scooters électriques? Des scooters électriques français. Oui, vous nous les présenterez dans un instant. Et puis Ghislain Lafitte, bonjour, chef de département réseau SEAT et Cupra France. Bienvenue Ghislain. On se projette, Bonjour. vous savez, dans cette émission, on se projette toujours à 10 ou 20 ans. Imaginons 2040. Il n'y a plus aucun véhicule thermique, Ghislain? En tout cas, je pense que l'histoire, elle est en marche. Elle a pris sa genèse à la suite, on va dire, de la COP 21 en 2015, où les États membres se sont réunis. On parle des accords de Paris. Ensuite, je pense que ça a créé donc le but, c'était à terme, à horizon 2050, une neutralité carbone et une baisse de 30 à 40% des émissions de CO2 à horizon 2030 selon les secteurs. Donc ça, on va dire, je pense que c'est le point de départ. Et ensuite, je pense que même si dans les consciences, le côté environnemental est très présent, il y a une prise de conscience à ce moment-là. Écoutez, les gens ont un petit peu réfléchi différemment. Ça a créé des besoins. Et puis, je pense qu'en parallèle, à côté de ça, il y a eu aussi une offre produit qui s'est développée au niveau des énergies alternatives et également, bien évidemment, principalement de l'électrique. Et il y a eu aussi des incitations étatiques qui font que l'histoire est en marche et effectivement, à horizon 2040, 2050, l'électrique sera fortement majoritaire, bien évidemment. Ouais. Le choix de basculer comme ça massivement vers l'électrique, Ghislain Lafitte, c'est quand même d'abord un choix politique, plus qu'un choix économique. C'est-à-dire que toutes les marques sont dans le mouvement, mais c'est parce qu'il y a eu cette incitation ou ce choix politique, quoi. Tout à fait, il y a eu l'élément déclencheur avec cette fameuse COP 21 en 2015. Et effectivement, ça a contraint tout le monde à se mettre en marche, les différents acteurs, les États membres aussi qui ont ratifié l'accord. Pas tous au début, on a mémoire des États-Unis qui ont fait des allers-retours et Joe Biden a répété qu'il retrouvait désormais, qu'il rentrait à nouveau dans les accords de Paris. Donc, effectivement, et ensuite, les États ont pris des décisions, des réglementations, et bien évidemment, les acteurs économiques se sont mis en ordre de marche et ont pris la suite. Bertrand de la Tour d'Auvergne, la question centrale du débat, c'est demain tout électrique ou tous électriques. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Je pense qu'il y a aussi un grand mouvement sociétal de tout ce qui est véhicules carbonés vers des véhicules décarbonés. Évidemment, décarbonés, ça veut dire électrique. On n'a pas encore inventé le moteur à eau. Ouais. Alors, il y a l'hydrogène, dont on parle souvent. Ça reste électrique d'une... Oui, c'est vrai. C'est une manière façon, parce qu'il faut le produire, l'hydrogène. La batterie, de toute manière. Rappelons que l'électricité est une énergie secondaire. Il faut une énergie primaire pour la produire. Bien sûr. Et donc, évidemment, si c'est avec une pile à hydrogène, c'est extrêmement vertueux. Si vous branchez un véhicule électrique sur une centrale à charbon, ça l'est un petit peu moins. C'est clair. Donc, il y a ce mouvement sociétal d'ampleur extrêmement important qui est porté notamment par les jeunes générations. Je crois qu'entre 2014 et 2017, le pourcentage de jeunes entre 18 et 20 ans qui ont passé le permis de conduire est passé de 75% à 40%. C'est énorme. Donc, il y a une recherche, une volonté, à la fois politique, comme le disait notre ami, une volonté politique de sortir le carbone, de sortir les voitures et de trouver des solutions plus légères, plus versatiles, plus polyvalentes. Et je voudrais qu'on entre avec vous deux sur les défis à relever, parce que c'est quand même, il y a un certain nombre de défis à relever pour un constructeur 100% électrique comme vous. Alors vous dites effectivement scooter électrique français, donc déjà là on a trois éléments. Quels sont les défis à relever principaux? Les défis d'abord, c'est exprimer ce que c'est qu'un scooter électrique. Et dans l'expérience des gens, le passage à l'électrique a souvent été une dégradation de l'expérience utilisateur. Or, aujourd'hui, les scooters RED électriques, mais aussi certains scooters d'autres grandes marques, ne sont plus une dégradation de cette expérience utilisateur. Et utiliser un scooter électrique, c'est aussi un gain de plaisir, un gain de performance, un gain d'autonomie. En tout cas, il n'y a plus de problème d'autonomie parce qu'il y a des batteries qui ont de grandes capacités, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. Et je crois que c'est extrêmement important, parce que notamment dans la voiture électrique, en règle générale, on s'aperçoit que c'est quand même plus compliqué, le passage.
Alors que pour un véhicule léger électrique, notamment un scooter électrique, qui est le véhicule léger électrique le plus polyvalent, c'est le seul qui transporte 2 personnes et des bagages sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres pour nos modèles E, et je crois pour certains de nos amis. Mais oui, parce qu'effectivement, Seat se met aussi au modèle électrique hors voiture. Ghislain Laffitte, c'est pour un constructeur installé comme Seat, le défi, c'est la transition, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'années, là, si on se projette sur une décennie, où il va y avoir évidemment la cohabitation du thermique et de l'électrique. L'outil industriel, parce que c'est ça l'enjeu, il faut le faire évoluer. Oui, il faut le faire évoluer. Auparavant, on parlait de constructeur automobile et maintenant, on se positionne comme un fournisseur de mobilité au sens large du terme. Et effectivement, auparavant, on était monoproducteur de véhicules thermiques. Désormais, on produit des véhicules électriques, mais tout type de véhicules. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a des véhicules électriques, des véhicules hybrides rechargeables, des véhicules essence, diesel, parce que là encore, aussi pour aller dans le sens de Bertrand, je pense que ce qui est important aussi, c'est le tout électrique demain. Oui, ça c'est une certitude. En revanche, il faut être capable, entre-temps, dans la phase de transition qu'on vit actuellement, de répondre aux besoins des clients. Et même, je suis d'accord qu'on n'a plus de problème d'autonomie, en tout cas on en aura de moins en moins, puisque les batteries vont évoluer, mais il faut être capable aussi d'avoir des énergies différentes. Par exemple, l'hybride rechargeable est une solution qui permet un petit peu de casser les freins qu'il peut y avoir sur le 100% électrique. Et nous, effectivement, pour répondre à votre question, Thomas, on s'est positionné effectivement comme fournisseur de mobilité avec une offre de voitures à 4 roues, mais également de trottinettes électriques, et on va lancer dans quelques semaines un scooter électrique de type une puissance équivalente à celle d'un 125. Donc on rejoindra Bertrand sur le marché des 2 roues électrifiées. Eh ben c'est bien, vous serez concurrent et dans le même écosystème. Je ne sais pas si on sera concurrent, je crois que plus il y aura de... Ce qui est très intéressant en tout cas, c'est qu'un constructeur automobile majeur, comme le groupe Volkswagen, auquel je crois appartiennent Seat et Cupra, s'intéresse à la mobilité légère électrique. Et ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau, c'est un gap, ça démontre la volonté de ces grands constructeurs. Et bien entendu, un des grands premiers s'intéresse à cette mobilité, investit dans cette mobilité et commence à rentrer dedans. Alors, Ghislain Laffitte, on est dans ce débat sur la thématique des freins à lever. Alors, il y a des freins qui semblent assez évidents dès qu'on parle de voitures électriques, c'est l'autonomie. Donc, il y a le coût peut-être aussi. Vous diriez quoi, vous, comme freins peut-être psychologiques ou comportementaux à lever ? Oui, il y a déjà, je pense que le frein numéro 1, c'est le coût, parce que aujourd'hui, c'est une technologie qui est réputée pour être chère. Alors effectivement, ça progresse et les fournisseurs de mobilité que nous sommes font beaucoup d'efforts pour justement démocratiser cette technologie. Je pense qu'il y a un frein lié à cette histoire d'autonomie des véhicules électriques qui progresse énormément, qui va continuer à progresser. Et là encore, le tout électrique est la phase ultime, mais entre-temps, on a des solutions qui permettent d'avoir une autonomie qui est peut-être plus en accord avec certains besoins aujourd'hui. L'électrique couvre d'autres besoins. Donc ça, c'est réellement aussi une nouveauté de pouvoir offrir une offre diverse de produits sur le marché. Alors évidemment, le défi de la production des batteries, c'est un défi majeur. Les métaux rares, ils ne vont pas se multiplier comme par magie dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Sur quelle solution vous travaillez chez Volkswagen ou chez Seat, justement pour améliorer l'autonomie des batteries, la question de leur recyclabilité? Comment vous envisagez justement l'avenir des batteries ? Alors, en fait, les batteries, elles vont bien évidemment évoluer au niveau de l'autonomie, au niveau aussi de leur technologie. On parle d'une nouvelle génération de batteries, des batteries solides, qui permettront de les recharger beaucoup plus vite, notamment, et d'augmenter l'autonomie. Après, ce qui est important, effectivement, c'est de travailler sur le côté recyclable des batteries. Donc, il y a des normes actuellement en place et elles vont fortement augmenter. Donc, ça, ce sont des points majeurs. Et après, c'est au final dépendant au niveau des batteries, puisque dans un monde passé, la voiture, le cœur de la voiture, si je puis dire, c'était le moteur.
aujourd'hui, aujourd'hui et demain, le cœur du véhicule électrique, c'est toujours un moteur électrique. Il n'y a pas de secret, mais le poumon, je dirais, important, c'est la batterie. Et ce qui est important pour un constructeur automobile, pour en utiliser les anciens termes, ou un fournisseur de mobilité, c'est de maîtriser la chaîne complète. Et donc, ce qui va être important, c'est certes de toujours produire des véhicules électriques ou électrifiés, mais surtout aussi de produire des batteries, d'être autonome au niveau de la production des batteries, pas être dépendant, puisqu'aujourd'hui les batteries proviennent généralement d'Asie, et donc le but pour un constructeur automobile, c'est d'être indépendant, notamment puisque les gammes vont s'électrifier. Pour nous, pour le groupe Volkswagen, on parle de près de 70% de notre gamme qui sera électrifiée à très court terme. Et donc, on a annoncé il y a quelques semaines qu'on allait construire ce qu'on appelle des méga factories pour produire des batteries, être indépendant, produire des batteries aussi en Europe et être autonome à ce niveau-là. Alors ça, c'est passionnant. Bertrand de la Tour-de-Merne, c'est vrai que c'est un défi d'aujourd'hui, mais de la décennie à venir, c'est-à-dire créer, on parle souvent de la création de la filière hydrogène, mais la filière de la batterie aussi, c'est un enjeu majeur. Oui, je crois qu'il y a des investissements qui sont extrêmement importants en Europe, justement de manière à européaniser l'origine des batteries. J'aimerais revenir sur la question du coût. C'est vrai qu'en prix facial, un scooter électrique est plus cher que son équivalent thermique. Mais sur la durée, si on parle en TCO, pour employer des termes un peu complexes, si vous considérez qu'en moyenne, avec 50 € d'électricité, vous allez parcourir 10 000 km, si vous considérez que l'entretien d'un véhicule léger électrique est beaucoup, beaucoup moins onéreux que celui de son équivalent thermique, il y a très peu de pièces d'usure, un moteur électrique c'est fait pour durer 100 000 km, si les assurances sont moins chères, vous apercevez en fait que sur la durée, en considérant l'amortissement du prix d'achat, sur une durée de 3 à 4 ans, on est 25 à 30% moins cher qu'un équivalent thermique. Qui plus est, il y a toute une réglementation, ce mouvement sociétal qui pousse dans cette direction. Il ne vous a pas échappé que la ville de Nantes a récemment interdit son centre-ville aux scooters thermiques, et donc ils sont forcément aujourd'hui réservés aux scooters électriques. Et ce mouvement, je pense qu'on peut parier qu'il va s'amplifier très rapidement. Je reviens aux batteries. Oui. Quel système de batterie vous avez choisi, vous, pour vos scooters? Nous, on est donc constructeurs, on construit nos propres batteries. On utilise des cellules 21700 pour être un peu technique, qui sont les mêmes que celles de la Tesla Model 3. On développe nos propres logiciels, le BMS. On développe un sur-logiciel qu'on appelle le BBI parce que dans les modèles E, vous avez la possibilité d'acheter 1, 2, 3 ou 4 batteries pour offrir de la polyvalence aux clients. Quand on sait que le prix d'un véhicule léger électrique, c'est 25 à 40%, c'est le prix de la batterie. Donc ça permet à un client de choisir exactement, j'allais dire, la taille du réservoir dont il a besoin dans son utilisation quotidienne, et ça ne l'empêche pas, à terme, d'acheter une seconde ou une troisième batterie. Ça lui permet surtout, et pardon d'être long, mais c'est très intéressant. S'il achète 3 batteries, quelqu'un d'un peu économe va se dire, je vais acheter une batterie, je la rechargerai tous les 3 ou 4 jours, mais je peux aussi acheter 3 batteries et les recharger toutes les 3 semaines. On offre une polyvalence. Ces véhicules aujourd'hui ont une polyvalence qui n'existait pas auparavant. Et le scooter... Avec aussi je vous interromps pour intervenir sur l'intelligence artificielle embarquée, parce qu'il y a une logique d'intelligence artificielle dans l'usage de ces batteries, justement, absolument. Dans leur complémentarité, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que d'encore parler de ce qu'on appelle, nous, le BBI, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui va permettre de gérer 4 batteries ensemble, dont la charge peut être différente, de façon, plutôt que de tirer sur un scooter monobatterie à fond sur une batterie, et on obtient des cycles de vie de l'ordre de 900 à 1000 cycles de charge-recharge, ça nous permet, nous, d'assurer jusqu'à 2500 cycles de charge-recharge. Et j'aimerais rappeler cet axiome, c'est qu'un véhicule léger électrique n'est vertueux pour l'environnement qu'à partir du moment où son utilisation est régulière et surtout durable. C'est-à-dire que plus le véhicule va être durable, plus la batterie va durer longtemps, plus ce sera cohérent avec la volonté écologique. Ouais, alors il y a un autre défi à relever, voitures, scooters, trottinettes, vélos, monoroue électriques, etc. Je pourrais rallonger la liste. Oui. C'est le défi de l'électrification massive des villes, évidemment. Il va falloir la produire, cette électricité. On voit mal comment se passer du nucléaire dans les 20 ou les 30 prochaines années, mais il va falloir aussi l'utiliser au bon moment. Alors, savoir gérer les pics de charge. Ghislain Laffitte, je reviens vers vous à la dimension d'un constructeur ou d'un fournisseur de mobilité, puisque c'est le terme que vous employez. C'est quoi la réflexion sur la capacité de vos véhicules électriques de
participer à l'électrification et au transfert d'électricité en fonction des pics de charge? Parce que ça, c'est un enjeu. En fait, oui, c'est un enjeu. Et ce qui va être important, justement, quand on est fournisseur de mobilité, c'est s'appuyer sur différents produits, utiliser le bon produit au bon moment pour faire un déplacement. Si on prend l'exemple d'un déplacement, un trajet urbain, tout en faisant, nous, comme je le disais tout à l'heure, chez SEAT, on a aujourd'hui des trottinettes, dans quelques semaines, des scooters électriques, des voitures électrifiées également. Ce qui va compter, c'est de pouvoir interagir avec ces différents produits, d'offrir non plus uniquement ces produits aux clients, mais d'offrir des services basés sur ces différents produits sous forme de vente, bien évidemment, de location, mais aussi peut-être d'autopartage. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de faire rentrer des acteurs externes au monde de l'automobile, du scooter électrique, par exemple le train, l'avion quand c'est nécessaire, mais en tout cas sur des plus longs trajets. Mais si on reste sur des trajets urbains, de faire rentrer le déplacement en train, en métro, et de faire combiner tous ces moyens de transport, bien évidemment, avec des apps pour pouvoir fonctionner, utiliser le bon moyen de transport par rapport à un certain temps de trajet et savoir les combiner les uns avec les autres. Bertrand de la Tour d'Auvergne, des voitures ou des scooters capables de redistribuer leur énergie au réseau. Je sais qu'il y a des marques qui travaillent dessus. Il y a aussi des installateurs de bornes qui travaillent sur cette idée. Ça, pour vous, c'est l'avenir, ça? Je crois qu'il y a énormément d'idées, énormément de développement, énormément d'investissements. Je crois qu'il est difficile de faire de la prospective et de se dire ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Mais on voit bien l'intérêt. C'est-à-dire qu'une voiture ou un scooter dont on ne va pas se servir pendant 10 jours, on a renseigné via une application l'usage qu'on va en faire. Pendant ces 10 jours-là, éventuellement, s'il y a un pic de consommation d'électricité, l'électricité qui est présente dans la batterie peut être redistribuée. C'est possible, c'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup d'organisations, c'est beaucoup de recherche et de développement. Encore une fois, c'est beaucoup d'investissement. Je pense que c'est difficile aujourd'hui de se dire le marché va très vite, ce mouvement sociétal va très vite. C'est très prospectif et je pense qu'il faut attendre de voir dans quelle direction. Le marché finalement a toujours raison et les gens vont choisir quelle solution leur convient le mieux. Et les politiques vont aider évidemment à ce que ça aille dans le bon sens et dans le sens. Le maillage justement en borne de recharge, alors c'est peut-être moins un enjeu pour les scooters que pour l'automobile, mais c'est quand même un enjeu sociétal là aussi. Alors le problème de la voiture électrique, c'est qu'on ne peut pas extraire sa batterie parce qu'elle pèse 300, 400, 500 kg. Bien sûr. Donc évidemment, j'ai une image qui m'amuse toujours d'une Tesla boulevard Saint-Germain avec un câble qui descend du 4e étage pour la recharger. Le problème de la voiture électrique, c'est qu'il faut clairement une borne et qu'il y ait un temps de recharge. Alors, bien sûr, on va faire des progrès en termes de temps de recharge, en termes de capacité de batterie, mais sur la voiture, c'est vrai que c'est compliqué. D'où, j'allais dire, cet intérêt pour les véhicules légers électriques, la première génération, bien sûr, le vélo électrique, parce que c'est un vélo, parce que l'avantage est immédiatement identifiable par le client, on pédale un peu moins, etc. Mais c'est limité à 25 km/h. La trottinette électrique, au départ en tout cas, a été à mon sens plus promu par des opérateurs de free floating. Je vais un peu longtemps. Oui, on va conclure. Désolé, le temps a fini. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était passionnant de se projeter un peu dans l'avenir du marché de la mobilité électrique. Merci Ghislain. Merci Bertrand de la Tour d'Auvergne. À bientôt. Merci Thomas. Tout de suite, on continue de parler nouvelle mobilité, mais sous l'angle de la sécurité.